Je vous présente nos trois invités. En premier lieu, Thierry Girard. Thierry Girard a commencé un parcours avec des études classiques et a fait Sciences Po Paris. Il hésitait entre l'écriture, le journalisme, le cinéma, et il nous disait que c'est en errant à travers les rues de l'East End à Londres, un appareil photo à la main, qu'il a compris que la photographie pouvait devenir son mode privilégié de compréhension du monde. Entre 1976 et 1985, Londres, l'Angleterre, les États-Unis, mais surtout le nord de la France, sont les lieux de la formation de son regard. À l'occasion de ses premières résidences d'artistes, de bourses ou de commandes institutionnelles, il met en place les éléments esthétiques, conceptuels et méthodologiques qui l'amèneront à construire une œuvre où la relation au livre est particulièrement importante. Thierry Girard privilégie tout d'abord ce qu'il appelle une approche métaphorique du paysage, puis il revient peu à peu à la tradition documentaire dont il est issu, notamment lors de son long séjour à la villa Kujoyama au Japon en 1997, où il mène son projet sur la route du Tokaido. Cette découverte du Japon lui ouvre les portes de l'Asie. Il multiplie alors les projets vers l'Extrême-Orient, en Chine, où il mène 5 projets différents, dont Voyage au pays du réel, au Japon, où il retourne à plusieurs reprises, mais aussi en Inde, où il a commencé depuis 2010 un long périple, en partie inédit à ce jour. Parallèlement, il poursuit en France des projets qui évoquent la mémoire du paysage, paysage de rébellion et de résistance, dans son travail Paysage insoumis, territoire d'une défaite militaire dans son travail Salle des fêtes, ou territoire d'une campagne victorieuse dans le travail éponyme, mené dernièrement dans l'Est de la France. Thierry Girard s'intéresse particulièrement à des régions délaissées où le sentiment d'abandon est prégnant. Il commence actuellement un long projet dans le nord de la France, Retour vers le nord, 35 ans après le dernier projet réalisé dans cette région. Il prévoit des séjours aux États-Unis pour le projet Arcadia, en Roumanie et dans le nord de la Chine. Thierry Girard a publié à ce jour environ 25 livres et catalogues monographiques chez différents éditeurs, et notamment chez Marval. Dans nombre de ses ouvrages, le rapport à la littérature est particulièrement prégnant, sous différents aspects. Ces ouvrages sont nombreux, je ne vous détaille pas les titres, je vous renvoie à son site pour en prendre connaissance. J'évoquerai seulement les publications de cette année, une campagne victorieuse aux éditions La Nuée Bleue à Strasbourg, et un livre rétrospectif sur les 20 ans de l'Observatoire photographique du paysage des Vosges du Nord aux éditions Locaux, et aussi un recueil de correspondances avec Yannick Lemarec, donc son voisin, aux éditions Locaux, qui est paru ou qui va paraître ? Qui va paraître. Thierry Girard a reçu un certain nombre de prix, notamment le prix Niepce en 1984. Il a été lauréat de la Villa Médicis Hors-les-Murs en 1985 pour un projet sur les États-Unis, puis en 1989 pour un projet sur la Méditerranée. Il a été lauréat de la Villa Kujoyama à Kyoto, au Japon, en 1997. Il a effectué de très nombreuses résidences d'artistes en France et à l'étranger. Ses œuvres sont présentes dans de très nombreuses collections publiques françaises et étrangères, vraiment trop nombreuses pour que je puisse les citer ici, pardonnez-moi. Je vous renvoie encore une fois à son site. Son travail est exposé en France et dans de très nombreux pays à travers le monde, du MoMA au Centre Pompidou et dans des pays très très diversifiés un petit peu partout. J'évoquerai seulement l'actualité de ces expositions pour 2017. Donc, Thierry Girard participera à une exposition collective au musée de la chasse et de la nature à Paris. Une exposition qui s'intitule Animer le paysage du 20 juin au 17 septembre. Et nous verrons aussi ses œuvres qui seront présentées dans la grande exposition que prépare la BNF sur le paysage français, une exposition qui ouvrira en octobre. Les 3 séries que nous allons voir ce soir sont 3 projets inédits réalisés en Chine et au Japon entre 2010 et 2015. Alain Sayag, que je remercie d'être
d'être parmi nous. Alain Sayag a effectué des études d'économie politique et d'histoire de l'art. Il a débuté sa carrière dans le journalisme comme chroniqueur au journal Le Monde, puis au quotidien du Médecin. En 1972, grande aventure, il entre dans l'équipe chargée de la réalisation du Centre Georges Pompidou. Il réunit les premiers éléments d'une collection de vidéos et de films d'artistes pour le musée, puis d'une collection de photographies du XXe siècle, collection qui va devenir, par sa qualité, l'une des premières au monde. Il crée le cabinet de la photographie au Musée national d'art moderne en 1981, donc au Centre Georges Pompidou, et le dirige jusqu'en 2006. Alain Sayag a réalisé de très nombreuses expositions, aussi bien à Paris que dans des musées étrangers, notamment Robert Rauschenberg en 81, David Hockney, Hans Bellmer à deux reprises, L'invention d'un art, Matta, Gisèle Freund, Robert Wilson, Art d'Amérique latine, Man Ray, Brassailles, Jacques-Henri Lartigue, William Klein, Apocalypse, la disparition des villes, Masque en 2012. Dans l'exposition Les Français photographient la Chine 1844-2014, exposition qui a été montrée en 2014 donc à Pékin et exposition qui a itinéré à travers la Chine, on a pu voir donc le travail de Thierry Girard parmi d'autres photographes français donc, qui ont photographié la Chine. La dernière exposition en date dont vous avez été le commissaire est une exposition qui s'est tenue à Montpellier, au pavillon populaire, dont le directeur artistique est Gilles Morat. Une exposition consacrée à Hélène Opnaud, photographe française qui s'était installée en Chine dans les années 30. Alain Sayag a signé de très nombreuses publications, donc, dont je ne peux pas non plus vous faire le détail. Parmi ces publications, de la photographie considérée comme un des beaux-arts chez Photopoche, Man Ray, Brassailles, Lartigue aux éditions du Seuil, Man Ray aux éditions Delpire, avec Jean-Claude Lemagny, L'invention d'un art, 150e anniversaire de la photographie, aux éditions Adam Biro. Alain Sayag a participé à la création du festival de photos de Pyongyang en Chine en 2000 et a été commissaire de la biennale de Guangzhou en 2005 en Chine du Sud. Yannick Lemarec est historien, docteur en histoire contemporaine. Il a été maître de conférence à l'école supérieure du professorat et de l'éducation à l'université de Nantes jusqu'en 2016. Il a été chercheur au centre de recherche en éducation de Nantes. Il s'est intéressé à l'analyse et à l'activité de l'enseignant et à la question des savoirs et de l'apprentissage en histoire. Il a développé par ailleurs une pratique de l'écriture sur la photographie à partir d'autres références que celles de l'histoire de l'art. Il privilégie les approches du travail des artistes depuis des concepts empruntés aux sciences sociales, notamment la sociologie et l'histoire. Il est attentif en particulier à ce que la photographie contemporaine peut dire des choses du passé et des conflits de mémoire. Il s'intéresse à sa capacité à produire de nouveaux discours de vérité et questionne la capacité du photographe à produire une connaissance critique. En cela, il est attentif aux dispositifs photographiques et aux conceptions épistémologiques de l'artiste. Yannick Lemarec fait partie du groupe nantais Pratique et usage de l'image, PUI, qui organise une séance mensuelle autour d'un praticien de l'image, photographe, chercheur, conservateur, dont nous avons déjà reçu ici l'un des membres il y a quelque temps, le photographe Grégory Valton. Yannick Lemarec tient le blog Photistory sur wordpress.com, dans lequel il propose des analyses de travaux photographiques. Depuis 2015, il échange une correspondance avec Thierry Girard sur son travail et sur son œuvre, correspondance qui sera donc bientôt publiée. Yannick Lemarec est l'auteur d'ouvrages d'histoire et notamment un ouvrage intitulé « Le temps des capacités, les diplômes nantais à la conquête du pouvoir dans la ville » aux éditions Belin en 2000. Je vous laisse la parole. Et donc, on aura un débat, si vous souhaitez poser des questions tout à l'heure. On réserve un quart d'heure à la fin de la séance pour les questions. Merci beaucoup. Merci, Aude. Je vous remercie, nous vous remercions d'être présents à cette projection de ce soir. Il y a
Yannick nous a proposé de commencer par un texte, la lecture d'un texte, dans la mesure où effectivement, à côté de mon travail photographique, il y a un travail d'écriture qui au fil des ans s'est un peu affirmé et qui notamment a accompagné plusieurs de mes livres, dont un livre particulièrement important, d'une mer l'autre, puisqu'il s'agit d'un parcours à travers la France, en suivant une ligne droite, de la Méditerranée jusqu'à la Bretagne. Et ce livre est autant un livre de photographie qu'un livre d'écriture. Je n'ose pas dire littérature, mais voilà. Bon. Et donc, dans mes travaux les plus récents, soit je fais effectivement appel à certains écrivains connus, comme Pierre Bergogneau, qui a écrit un texte formidable pour Paysages insoumis, ou mon ami Christian Doumet, qui a écrit aussi, qui est un spécialiste de Ségalène, et qui avait écrit un très beau texte pour Voyage au pays du réel. Mais c'est vrai aussi que dans mon dernier livre, par exemple, Celle des fêtes, le livre s'ouvre sur un long texte de moi qui est aussi un travail spécifique lié à l'écriture. Donc, je n'ai pas choisi les textes, c'est Yannick qui a choisi 2 textes. On va commencer par la lecture de ce texte, juste peut-être pour, je sais pas, et peut-être que Yannick après nous dira très rapidement pourquoi il m'a proposé de lire ce texte. Donc nous sommes en octobre ou en novembre 2000 dans les Hautes-Alpes, ou je ne sais plus d'ailleurs, c'est pas grave. Ouais, 3e itinéraire, novembre, voilà. À Barle, un coup de vent a renversé les fleurs dans le cimetière. Encore une impératrice de Chine sur son émail pâli qui me dévisage. Je relève les fleurs sur sa tombe avec déférence. Un arbre de sang, un autre de soleil, l'éblouissement de l'automne. J'avoue ne pas savoir quoi faire de toute cette beauté sur fond de ciel bleu retrouvé. Je me souviens avoir dit à Alain Delpierre à Kyoto qu'il ne fallait pas avoir peur de photographier le printemps. Mais faire face à la beauté de l'automne et aux clichés qu'elle génère, c'est encore plus effrayant. Il me faut aller vers la montagne et son âpreté pierreuse pour tenter d'y échapper et trouver ce je ne sais quoi qui comblera ma journée. Passé les dernières maisons de schiste rose, un chemin monte vers le col de Clapouse en longeant le ruisseau des Descours. Je marche sans hâte, attentif aux éclats de lumière, aux cris solitaires d'un oiseau de proie, aux chants joyeux de cette rivière d'argent qui roule en contrebas, à l'ombre d'un nuage qui glisse en douceur sur le versant d'en face, comme un navire sur son air. J'essaie d'introduire dans ce paysage presque trop pacifique quelques éléments perturbateurs, tels ce poteau électrique dépouillé de ses fils, vestige d'une ligne qui éclairait autrefois le hameau abandonné de Vaux. Mais il y a justement trop d'intention, et ça ne fonctionne pas. Il me faut être dans la vacuité totale d'intention. Marcher à la fois en état de porosité, prêt à recevoir la plus petite épiphanie et sans pensée définie. Lorsqu'un peu plus loin, je tombe sur un cimetière de voitures, quelle idée de monter si haut pour jeter des voitures dans un ravin. Je ne suis plus en état de m'insurger contre cette atteinte aux bonnes mœurs environnementales. Je me sens détaché de tout jugement. Je contemple cette casse sauvage comme une sculpture, un artefact digne d'une plantation de Cadillac ou de Chevrolet dans le désert du Texas. Je m'aime même de trouver au pied de la ravine, aux 3/4 happée par une coulée de terre, une vieille 403 break dont le verre si particulier me ramène tout droit à des souvenirs d'enfance. Oui, alors juste 2 mots. Pourquoi j'ai choisi cet extrait? J'aurais pu en choisir plein d'autres, mais dedans, je trouve qu'il y a, je ne vais pas dire tout Thierry Girard, mais il y a beaucoup de choses de Thierry Girard. Il y a d'abord la légèreté de son écriture, et en même temps la richesse, les références littéraires sur lesquelles on aura l'occasion certainement de revenir. Et puis bien sûr, il y a l'acte photographique qui est en gestation avec toutes ces hésitations. J'ai été évidemment attiré par cette phrase « Que faire de toute cette beauté ?» parce que
c'est quand même un problème qui ne peut exister que dans la tête d'un artiste photographe. Que faire de toute cette beauté? Et puis ensuite, marcher dans une totale vacuité spirituelle, être dans un état d'écoute du monde qui est autour de lui. Il y a tout un tas de choses qui surgissent et je crois que il y a aussi les sonorités qui sont importantes, la toponymie qui joue un grand rôle non seulement dans ton écriture mais parfois même dans ta manière, ta volonté de choisir un parcours. Et enfin il y a la marche. Tu marches dans le paysage, et ce paysage-là, comment tu t'interroges entre mille choses, mais sur la manière de le photographier. Donc, en ce petit paragraphe, je crois qu'on avait beaucoup de centres d'intérêt. Bon, alors peut-être que ça va introduire effectivement à ce parcours d'image. Alain, non, vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Qu'est-ce que vient faire l'impératrice de Chine ici? Oui, c'était un lien avec la Chine. Oui, c'est parce qu'en fait, je trouvais, j'en parle sans doute sur une page précédente, je trouvais que il y avait dans ce cimetière ou dans d'autres cimetières que j'avais visités, vous savez, ces petits émaux anciens de femmes avec le col un peu serré, l'air très hiératique, etc., me faisaient pencher effectivement à une impératrice de Chine. Voilà. Bon, eh ben justement, on va y aller en Chine. On va commencer par Shanghai. Simplement pour vous dire au départ que il y a un certain nombre de gens là qui connaissent mon travail, mais d'autres moins. Et une grande partie de mon travail, c'est quand même fondé sur la notion de parcours, autour de la notion de parcours et d'itinéraire. Et avec des problématiques qui sont liées à l'idée du récit, de l'aventure, c'est-à-dire une sorte de confrontation et de recherche de compréhension du monde, en essayant de déterminer une traversée du monde où je mets en place à la fois un protocole de travail, une méthode, et puis où chaque parcours est déterminé par un certain nombre de concepts ou je dirais de problématiques esthétiques sur lesquelles je veux travailler. Donc le premier parcours que j'ai mis en forme comme ça de manière très précise, c'était en fait un parcours le long de la frontière nord-est de la France, entre le Rhin et la mer du Nord, où j'avais, donc ça, on était au milieu des années 80, et j'avais longé cette frontière, mais sans jamais ou quasiment jamais photographier la frontière réelle, mais simplement avec l'idée de photographier je dirais, le concept de seuil, de limite, de franchissement, d'altérité, etc. Et en même temps, le travail avait une dimension documentaire, puisque je traversais notamment la Lorraine et le nord de la France, des paysages, à la fois des paysages naturels, des grandes forêts à travers lesquelles je marchais, et aussi des paysages industriels et des paysages vernaculaires, etc. Donc, dans ce premier travail, j'avais déjà mis en place les différents types de paysages qui m'intéressaient, une certaine façon de progresser, c'est-à-dire restituer le travail dans sa continuité à la fois géographique et chronologique, ce qui après a nourri la plupart de mes livres, c'est-à-dire mes livres et mes expositions sont dans la restitution de travaux qui respectent ces principes-là. Je fais jamais d'exposition où j'étale 200 images sur une table, j'en choisis 30 qui m'intéressent et je les accroche uniquement dans des rapports, je dirais, graphiques, etc. Toutes mes expositions sont liées à cette idée je dirais, de respecter le principe du parcours et de l'itinéraire. Alors effectivement, je ne vais pas tous les citer. À l'intérieur de ça, il y a les marches photographiques, évidemment. Il y a ce parcours à travers la France. Il y a des parcours à travers la Chine. Donc celui que Alain Sayag avait choisi pour participer à cette grande exposition en Chine.
parcours à travers la Chine que j'avais fait sur les traces de Victor Segalen, d'où aussi ce lien avec la littérature. D'autres parcours, le parcours sur la Méditerranée, c'était aussi une quête odysséenne. Le parcours le long du Danube, c'était en utilisant pour viatique le livre de Claudio Magris, etc., etc. Donc des fleuves, des frontières, des parcours simplement, je dirais, décidés d'un trait de plume en traçant une ligne droite sur la carte, ce que j'avais fait pour la France et ce que Segalen avait fait pour la Chine. Et puis, il faut aussi raffiner aussi un petit peu les... pas toujours refaire le même type de parcours et donc là les 3 projets que je vais vous présenter, ce sont aussi des parcours mais qui utilisent, enfin qui ont dont le principe c'est le premier à Shanghai. Bon, je suis allé plusieurs fois en Chine. Shanghai, c'est l'endroit d'où j'arrive et d'où je repars. C'est là où j'ai des amis, j'ai des adresses, j'avais une galerie, etc. Donc c'était ma base. Et donc à chaque voyage en Chine, j'ai passé un peu de temps à Shanghai. Et c'est une ville à la fois où il y a des dizaines et des centaines de photographes et j'ai toujours eu l'impression de voir les mêmes choses. Et je me suis dit, mais ce qui m'intéresse finalement dans cette ville, c'est pas d'être là où tous les autres sont, mais c'est d'aller explorer les limites de la ville. Mais ces limites, elles sont totalement incertaines, elles sont mouvantes, elles sont... même sur le plan administratif, on ne peut pas demander à quelqu'un où s'arrête la ville de Shanghai. Je veux dire, personne ne sait exactement. Et donc, en 2010, juste après l'exposition universelle, alors on va commencer. Ça marche ? Oui. Juste après l'exposition universelle, je reviens à Shanghai et je découvre le nouveau plan du métro. Pour l'exposition universelle, un nombre considérable de lignes avait été soit créées, soit prolongées, et tout d'un coup, il y avait cette espèce de léviathan, comme ça, de dessin où je veux dire, les lignes de métro avec une espèce de tentacules comme ça allaient explorer les confins d'un territoire et je me suis dit je vais aller explorer les confins de ce territoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au bout de chaque ligne, quelle est la ville en train de se faire ou de se défaire au bout de chaque ligne. Alors parfois il y avait des trajets qui n'étaient pas très longs, et puis d'autres trajets qui étaient beaucoup plus longs, qui demandaient 1 heure, 1 heure et demie de métro. En fait c'est un métro, mais c'est comme si on prenait un RER pour aller dans l'Oise, ou voilà. Sauf que c'est pas tout à fait l'Oise. Et donc, alors le principe de ce travail était le suivant. Je partais, donc là on est, je vois pas la date là, mais donc vous lisez la date, donc une journée, 4 novembre 2010, je pars avec un assistant chinois, et on part de bonne heure, on arrive au bout de la ligne, et le principe c'est en une journée. C'est-à-dire, je ne vais pas revenir, je ne vais pas faire 2, 3, 4 fois le même endroit. En une journée, essayer de constituer le récit d'une exploration du territoire au bout de cette dernière station. Et rapporter un nombre suffisant d'images pour qu'il y ait une cohérence quelque chose de juste par rapport au territoire rencontré. Et donc je pars avec une chambre argentique 4-5 sur l'épaule. Et puis l'assistant porte le sac, parce que c'est fait pour ça, les assistants. Et puis j'ai à côté un moyen format argentique aussi pour faire la plupart des portraits. Et donc voilà, je vous présente comme ça la première série. En fait, cette première série, là on sort du métro, hein, donc on découvre un paysage,
ouvert, dont je me demande d'ailleurs si je vais aller vers le nord, vers le sud, une espèce d'hésitation. Et puis on commence à marcher, et puis voilà, les premières rencontres se font, et quelque chose se met en place qui va durer une journée. Et alors, pour cette première expérience, au bout de la ligne, on n'est pas allé très loin en fait. On est tombé sur une espèce de hameau, j'irais de gens modestes, d'ouvriers, de conducteurs de camions, etc., qui vivaient regroupés dans des maisons en très mauvais état. Là, on voit par exemple cette jeune femme qui vit avec son mari et son bébé dans une seule pièce. Ça, c'est la pièce. Hein, il y a pas d'eau chaude, il y a pas de chauffage, il y a juste, on voit le lit sur lequel on déplie les couffins le soir, et puis une petite fenêtre qui éclaire vaguement quand la porte est fermée. Et voilà, donc bon, alors. L'avantage aussi d'être avec un assistant chinois, c'est que moi je pose des questions, il interroge les gens. Au début il était très timide, et puis après il s'est pris au jeu. Et puis ça m'intéresse quand même, quand je photographie quelqu'un comme ça, de savoir qui elle est, quel âge elle a, d'où elle vient, depuis combien de temps elle est à Shanghai, puisque tous les gens, quasiment tous les gens que je vais photographier dans ce travail sont des gens qui ne sont pas originaires de Shanghai, mais qui viennent de provinces plus ou moins éloignées et qui viennent tenter leur chance dans la grande ville. Donc ça, alors j'ai réduit, hein, les sélections normalement sont un petit peu plus longues, mais pour que ça dure pas trop, j'ai réduit quand même les... Donc ça c'est la deuxième station, hein, 5 novembre, voilà. Et donc là, c'était un petit peu plus compliqué à monter, donc on était obligé déjà de marcher un peu plus. Et bon, autant pour la première station, finalement, ça s'est déroulé, je dirais, à peu près. La plupart des photos ont été faites à peu près à 500 mètres, entre 500 mètres et 1 km de la station. Et vous verrez à la fin, on a fait des marches de 15 km dans la journée pour compiler le récit de la journée. Moi j'aime beaucoup celle-là parce qu'elle est vraiment exemplaire de à la fois c'est ailleurs qu'est la Chine. On est là vraiment le pêcheur qui a son casque. Son casque. Ouais. Bon, ces bâtiments probablement de près grandiloquents, pour pas dire grandiose, d'une cité moderne probablement encore vide. Et puis cette espèce de nature assez accueillante finalement. Et il n'y a pas. Alors, ce que je trouve remarquable dans le travail de Thierry Girard, pour en avoir vu quand même beaucoup fait par les Chinois aussi bien que par les Occidentaux, c'est l'absence. Et là, c'est peut-être un regard qui se rapproche plutôt du regard des Chinois. Il n'y a aucun exotisme en fait. La photo était étrange, mais le pays est étrange. Le pays ne cesse de... Enfin, pour ceux qui... Je pense qu'il y en a certainement beaucoup qui connaissent la Chine ici. Le pays ne cesse de vous étonner parce qu'il y a toujours visuellement quelque chose qui vient rompre un récit qu'on peut croire au début assez linéaire et qui finalement part dans tous les sens. Et je pense que c'est ça qui est très, très intéressant et qui fait que ce protocole qui est quand même assez contraignant, finalement, ça se révèle extrêmement riche parce que du coup, il montre l'extraordinaire complexité de cette société, à la fois par des récits individuels qui viennent à chaque fois compléter l'information visuelle qu'on a, et puis cet environnement visuel qui est toujours quand même assez déconcertant, même s'il est toujours cadré, concentré dans le regard du photographe qui est une boîte assez rigide quelque part, enfin, très perspectiviste. Certes. C'est d'autant plus déconcertant que c'est difficile d'évaluer la qualité du paysage. Vous parliez des tours. Dans ces tours, là on est plutôt dans un quartier qui s'adresse à la nouvelle petite moyenne bourgeoisie. Voilà, hein. Donc on n'est pas
comme dans la première série où on voyait au loin des tours qui s'adressaient vraiment aux gens les plus modestes, les plus simples. Il faut savoir que les tours qu'on a vues dans la première série, par exemple, sont parfois bâties au milieu de nulle part et que ça manque, il n'y a pas de desserte, il y a parfois même pas, à part les petits marchands dans la rue, il n'y a pas de centre commercial, il y a rien. Il n'y a rien. Donc les gens sont obligés de faire des trajets à pied ou en vélomoteur, etc., pour rejoindre des points d'où ils iront travailler, etc. Bon. Et là, par exemple, En fait, Alain, vous parliez... Excuse-moi, il n'y a jamais rien. Enfin, je veux dire, Oui, en il n'y a jamais Chine, rien, oui, c'est vrai. il suffit qu'il y ait deux routes qui se croisent au milieu des paysages tellement déserts et on voit un marchand de thé. Hein. Donc, non, il y a toujours quelque chose. Oui, il y a toujours quelque chose, mais dire c'est lié à l'initiative individuelle de petits marchands qui sont là sur le bord de la rue. Voilà. Bon. Hein. Mais là, par exemple, là, on se dit bon, il y a la nature, c'est formidable. Sauf que cette rivière est totalement polluée. Mais c'est Rio Merda. C'est vraiment épouvantable. Et d'ailleurs, ils en rigolaient. On en a parlé avec eux. Et donc, l'idée, c'était de pêcher, mais c'était pas de frire le petit poisson. Voilà. Troisième série, où là, on est un petit peu plus proche du centre-ville. Et donc, on est déjà dans quelque chose en termes de... On est dans une banlieue industrielle. Et où il y a une ville qui a déjà une vingtaine d'années, voire 30, qui est déjà construite autour. Voilà, bon, par exemple, ça, je dirais, c'est une photo où je fais mon cadrage à la chambre. Et puis, je vois ces deux petits personnages qui arrivent au loin, et j'attends. Sachant que quand le châssis est mis derrière derrière le dépoli de la chambre, on peut plus voir exactement ce qui se passe. Hein. Donc je regarde, j'ai quand même à peu près repéré la limite du cadre, et donc j'attends juste le moment où il passe avec une forme, je dirais. Il y a un petit côté aléatoire parce que je ne sais pas exact. J'espère qu'ils seront totalement dans le cadre, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Voilà. C'est le bonheur de travailler à la chambre. Et en même temps, ce sont ces petites chorégraphies que tu aimes et qui viennent animer certaines des photographies. Oui, absolument. Tu peux rester longtemps à les attendre, si j'ai bien compris. Oui, ça peut arriver. Oui. Je veux dire, c'est la photographie quand même à la fois, c'est un art de la patience, et puis c'est aussi un art de saisir la chose presque instantanée. Je me souviens, j'avais rencontré un jour Joël Meyerowitz dans son atelier à New York, et quand je rentre dans son atelier, il y a cette fameuse photo qui est prise dans le stade de baseball de Saint-Louis et qui fait la couverture de son livre sur Saint-Louis. Et donc je lui dis que j'aime beaucoup cette photo, etc. Et il me répond oui, et pour moi c'est très important parce que c'est une métaphore, pour moi cette image est une métaphore de la photographie, c'est-à-dire le baseball, et la photographie c'est comme le baseball. Il peut se passer un long temps avant que quelque chose arrive, et quand ça arrive, c'est très rapide. C'est une jolie métaphore. Voilà. Et donc j'avais rencontré en fin de ce journée ce charmant petit couple chinois. Elle était une guerrière et lui était, à mon avis, un petit peu plus pâle. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Et c'était assez amusant parce qu'en fait, ils font les photos, les Chinois font les photos 2, 3, 4 semaines à l'avance. Et donc je les avais repérés dans le parc. Et les photos de mariage, oui, les photos de mariage. Et ils font ça bien avant la cérémonie. Je les avais repérés dans le parc, et donc ils étaient accompagnés d'un photographe, et j'avais repéré cet endroit. Et donc je suis allé les voir, et j'ai demandé au photographe l'autorisation de les distraire 2 minutes, le temps que je les pose comme 2 petits personnages au sommet d'un gâteau sur cette plateforme. Je trouve cette photo très amusante parce que
toi, ce qui t'intéresse, ce sont les deux petits personnages, mais les pylônes, dans le fond, ils ne te sont pas indifférents. Voilà, tout à fait, alors que pour la photographie de mariage, on essaie d'éviter. Normalement. Et donc, il y a quand même cet humour aussi dans la photographie que je voulais un peu souligner. C'était quoi le cadre qu'ils utilisaient normalement? Ils étaient, puisque c'était un parc. Et donc ils étaient dans le parc. Ils faisaient des photos dans le parc. Et là, donc il y avait ce rond et des gravins autour, donc pour faire peut-être pour les chants, pour les danses, etc. Donc voilà. Donc j'avais repéré ça, et quand je les ai croisés, je me suis dit moi j'ai mon endroit, je vais leur demander de s'installer là. Voilà. Et j'avais repéré évidemment les pylônes derrière, puisque mon mauvais esprit étant bien connu, donc voilà. Donc ça, c'est une autre série, la 4e. Ouais, je voulais juste peut-être la précédente. Tu es passé vite. Ouais. Oui, voilà. Parce que on a quand même, on est en Chine, mais à cet endroit-là. Sauf peut-être les camions, mais sur la partie gauche, on pourrait être ailleurs, on pourrait être au Japon notamment. En réalité, on est dans les photographies, quand on les regarde d'un point de vue de l'urbanité que tu nous présentes, cette ville ouverte, tu as bien dit, parfois on ne sait pas trop où elle se termine, les Chinois non plus d'ailleurs, y compris peut-être même d'un point de vue administratif. Enfin, il y a quand même peut-être toute une grammaire là, assez universelle finalement de la ville qui s'étend avec ses immeubles en construction, ses terrains vagues, ses réseaux routiers, ferroviaires. Quelque part, il y a cette lisibilité-là que tu nous offres. C'est-à-dire qu'on est en Chine, on est dans un ailleurs, mais en même temps, on a des points de repère qui sont très forts. Oui, qui sont ceux d'une modernité entre guillemets du paysage, et qu'on pourra retrouver d'ailleurs dans la 3e série sur le sud du Japon. Et juste sur cette photographie-là aussi, à mon avis, elle est assez caractéristique de la manière dont tu photographies, parce qu'il y a les deux parties de l'image. Oui. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a un parti noble et une partie ignoble à cet endroit, mais il y a quand même bien deux facettes du paysage qui sont représentatives là, de tes photos. Ce qui peut nous ramener à une photo du Tokaido sur lequel tu as écrit. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, il faut pas être dupe de votre peut-être mauvais procédé. Parce que cette idée des marges de la ville, elle est totalement illusoire. Bien sûr, pas évidemment. Quand on prend l'exemple de Shanghai, il faudrait en fait rappeler que qu'en face de Shanghai est en fait une espèce d'avancée géographique. La mer rentre, et puis en face, il y a une autre ville qui s'appelle Ningpo. Ningpo. Et en fait, quand on analyse un peu, enfin par exemple, si on va à Ningpo, où il y a un musée consacré à la ville de Ningpo, et donc à la croissance de la ville, on s'aperçoit que aujourd'hui, la Chine envisage et va construire un lien direct entre Ningpo et Shanghai à travers la mer. Et donc, en fait, cette conurbation Shanghai, en fait, Hangzhou, Ningpo va devenir une seule ville. Absolument. Donc, en fait, il n'y a pas de limite. Oui, enfin, il n'y a pas de marge, il n'y a plus de marge. Les marges, elles sont, comme vous le montrez, plutôt sociales. Absolument, que tout réel, à fait. Lorsque je dis les limites de la ville, ce ne sont pas les limites de la ville, c'est simplement une idée qu'on peut se faire de la limite, d'une des limites possibles de la ville, à travers ce prétexte de la dernière station. Voilà. Tout en montrant en fait que ce n'est pas une limite. Voilà. Tout en montrant que ce n'est pas une limite, et là on le voit bien, la ville elle continue. C'est effectivement la dernière station du métro, mais la ville elle continue, le train continue, etc. C'est la dernière station du métro aujourd'hui. Encore en 2015. En 2000, voilà. Je pense que si on y va aujourd'hui, peut-être qu'il y en a une autre. On va voir sur les séries suivantes où c'est effectivement assez clair.
Hein, donc voilà, toujours le même principe. Hein, on descend, on explore. Toujours ces travailleurs migrants vivant dans les conditions qui sont souvent ceux des travailleurs migrants, donc des conditions extrêmement précaires. Et puis des gens installés déjà depuis un petit peu plus longtemps, voilà, donc qui ont aussi leur boutique, etc. Et puis on est au bord de la vraie ville moderne, c'est-à-dire du Shanghai tel qu'on le connaît, hein, mais auquel ces gens-là n'ont pas vraiment accès, si ce n'est que c'est eux qui l'ont construit. Mais ils en sont séparés, c'est-à-dire que leur vie se fait en dehors. Ils ne viennent là que en tant que bâtisseurs, et après ils en repartent. Là, voilà. Bon, ça, c'est pour répondre à la question d'Alain, c'est qu'effectivement, ça s'est construit depuis. C'est clair. Et ça continue. Et ça continue, voilà. Donc là, on voit très mal là sur cette photo. Alors ça, bon, on parlait justement de questions sociologiques. Effectivement, pour construire la nouvelle ville, il faut se débarrasser de l'ancienne. Et dans l'ancienne, il y a des habitants qui sont souvent, là aussi, des gens modestes, des travailleurs migrants, etc. Et on leur donne pas trop le choix, de toute façon. Donc on promet de les réinstaller, mais souvent on les réinstalle en arrière. Donc ils s'éloignent à nouveau du centre-ville. Donc ils vont dans ces fameux immeubles-là qui sont au milieu de nulle part. Et ils n'ont même pas les moyens d'emporter leurs meubles. Donc ils vendent, en partant, ils vendent leurs pauvres meubles sur le bord du trottoir, en se disant qu'ils en récupéreront d'autres pour le même prix, là où ils seront. Oui, là, je corrigerai un peu ton discours un peu trop misérabiliste. Oui. Non, en fait, ces gens vivent dans des conditions misérables, mais ils sont en fait très contents d'aller dans des immeubles modernes dans lesquels il y a le confort et tout. En fait, leur discours est toujours extrêmement ambigu. Ils commencent par se plaindre parce qu'ils sont chinois. Donc forcément, on est toujours le monde est méchant. Ah oui, là, ils pleuraient, ils pleurent et tout, etc. Mais dès qu'on les interroge un tout petit peu plus, on se rend compte qu'ils sont très très contents d'aller dans des immeubles modernes. Bah oui, parce que tout d'un coup, ils vont avoir de l'eau chaude, des meubles modernes. Absolument. Et pas des vieilleries, parce que quand même, pour les Chinois, tout ce qui est ancien est un petit peu connoté vieillerie. Hein. C'est vrai. Donc en fait là, ils changent de ville. Et en par quelque contre, sorte, hein. vous voyez très bien au milieu de l'image, il y a cette rambarde en marbre blanc qui est évidemment connote l'ancien. C'est évidemment moderne, c'est tout neuf, mais ça connote l'ancien, mais l'ancien propre, neuf, beau. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, justement, dans mon dos, venait de se terminer un village à l'ancienne, une espèce de répétition comme ça. Ils appellent ça un village ancien. Village ancien, oui, c'est ça, un village ancien, qui est neuf, qui est totalement neuf, voilà. Mais d'où ces gens-là sont exclus, évidemment. Hein. Ils sont invités comme visiteurs. Comme visiteurs ou éventuellement pour travailler, mais pas pour habiter. Même pour faire le... Non, parce que ce sont des villages où souvent il y a des gens qui font... Enfin, c'est Walt Disney, mais il y a des gens vivants. Oui, il y a des gens vivants, oui. Il y a des gens qui Il y a des travailleurs, bien sûr. Non, mais même il y a des gens qui moi, je l'ai vu en Chine. Enfin, il y a des gens qui mangent dans la maison qu'on visite. Et il y a des gens il y a une femme. C'est vrai, oui, il y a ça aussi. Il y a une femme qui fait la lessive dans le ruisseau, de façon à ce que tous les gens qui visitent le village puissent dire, tu vois comment ma grand-mère nettoyait ou ma mère nettoyait son linge autrefois. Donc tout ça est toujours quand même assez extraordinairement ambigu parce que ça fournit du boulot à ces gens. Bien sûr. Alors là, il y a effectivement un ruisseau, mais il nécessitait encore une forte remise en état. Et donc voilà ça, typique, hein, jeune fille qui arrive avec ses parents, qui vit là. Ils vivent là tous les trois dans cette pièce-là. C'est encore quasi plus petit que la première pièce que je vous ai montrée, mais vous la regardez, elle est heureuse. Ils sont venus il y a pas très longtemps. Hein, je peux pas lire là d'ici. Ils ont, pour eux, le fait d'arriver à Shanghai, c'est la possibilité, et surtout pour elle. Ils envisagent l'avenir avec un optimisme incroyable. Pour eux, c'est la possibilité du jackpot. Elle pense que, on la voit bien, elle est conquérante, elle est
elle n'est pas triste, là elle est serveuse dans un restaurant et fera sans doute autre chose après dans sa vie. Tout est possible. Tout est possible. Et les parents, eux, se disent, bah, nous, on va gagner un petit peu d'argent, puis après, on va revenir au pays, on va s'acheter une petite boutique, un petit commerce, un truc comme ça. Et elle est partie pour conquérir Shanghai. Ce qui est intéressant là dans tes photographies, dans ces différentes séries, c'est que finalement, chaque micro-histoire constitue une sorte de récit que toi, en tant qu'Européen, tu vas construire en allant chercher des informations grâce à ton guide, à ton assistant, qui est en même temps traducteur. Hein. Et d'une certaine manière, voilà, tu nous permets d'accéder à ces petites histoires, ces petites expériences qui donnent quand même une certaine épaisseur au travail. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un travail sur l'urbanisme, la ville ouverte, comment une ville est en train de se transformer par un maillage totalement, alors non pas anarchique, pas du tout, mais infini, hein, d'une certaine manière. Hein. Et puis là-dedans, dans cette immensité, toi tu vas pêcher quelques petites histoires qui donnent du relief. C'est déjà des choses que tu avais fait dans Voyage au pays du réel. Oui. Mais c'est quand même relativement discontinu dans ton travail en général. Oui, en fait, c'est marrant parce que c'est des choses... c'est avec la Chine que j'ai privilégié cette forme-là. Moins avec le Japon, sauf un petit peu les portraits que j'ai faits dans le Tohoku au nord du Japon. Oui, je sais ce que j'allais dire. En fait, moi, je pense que c'est une démarche qui est tout à fait intéressante et qui est normale. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un flot ininterrompu d'images dont la signification est de moins en moins évidente et que donc que cette idée de l'image unique, elle a plus beaucoup de sens et donc c'est une manière pour vous de se raccrocher quelque part à une réalité plus riche en complétant les images dites uniques, qui ne sont pas uniques parce qu'elles sont dans le cadre d'une pratique bien précise, en complétant par soit d'autres images, soit des récits. Et dans Absolument. le cas du Japon, il y a ce dialogue constant entre les images prises à la chambre et les images prises avec un téléphone portable qui permettent justement de donner plus, de situer ces images à l'intérieur d'un processus qui est beaucoup plus compliqué. Oui. On verra ça tout à l'heure, effectivement. On avance un petit peu, c'est ça, hein. Oui. Bon. Voilà. Alors, juste par rapport au logement, je veux dire, il suffit, je pense que tu l'as fait comme moi, d'aller dans une université et de voir dans quelles conditions sont logés les étudiants pour se dire que pratiquement, il n'y a pas de différence. Hein, non, les étudiants, les chambres d'étudiants, ils sont 4, 6, 8. Hein, et quand c'est des filles, c'est sacrément rempli d'objets. J'ai photographié une chambre de filles et effectivement, entre les objets, les vêtements, les nounours, le désordre, le bazar, c'était assez sidérant, effectivement. Oui. Voilà. Bon, on va justement là. Ça c'est. On accélère un petit peu, mais voilà, encore une autre histoire. Hein, donc, et effectivement, là aussi, en poussant des portes, en rentrant là où on n'était pas censé rentrer, en rencontrant des gens qui... là, c'est deux couples, hein, deux gars qui ont épousé les deux sœurs, qui ont chacun un bébé et qui vivent dans ces conditions-là. Mais ils ne sont pas malheureux parce que ils échappent à la misère de leur province d'origine et au fait qu'ils pensent tous que de toute façon l'avenir est dans les grandes villes. Et donc même si c'est difficile, même si c'est dur, même si les conditions paraissent... Enfin, là c'est du carton et de la tôle, et enfin c'est n'importe quoi, c'est ouvert à tout vent. Il y a 2 bébés dans cette maison, et peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, ils vont trouver autre chose, ça va être mieux, etc. C'est ça qui est étonnant quand même pour nous, parce que tu nous montres des images
de la marge, de la précarité, de migrants. Pour nous, les images des migrants, évidemment, aujourd'hui, c'est quand même la difficulté qui... c'est indéniable de toute façon que la difficulté, elle est visible, mais ce qui est intéressant, c'est que on n'aurait pas l'histoire que tu nous racontes, on se ferait des films à travers tout ce qu'on peut connaître, nous, de la difficulté et de la marginalité et de la précarité, de l'extrême pauvreté dans notre monde actuel. Je ne dis pas qu'ils sont heureux tous les jours et que pour eux c'est le bonheur de vivre là. Non, mais tu parles d'optimisme. Ils sont optimistes. Voilà, ils sont optimistes. Voilà, absolument. absolument. Ils sont dans une ville ouverte, ils sont dans une ville où effectivement la croissance, c'est là qu'elle se situe et leur avenir d'une certaine manière. Donc c'est une lecture que tu nous proposes qui est évidemment très enrichie. Bon, on va accélérer un petit peu. Donc là aussi... Oui, non, juste, je t'ai jamais interrogé sur, même si j'ai ma petite idée, sur l'image précédente, voilà. Celle-là ? C'était un pouctoum, ça, c'est pas possible. Oui, en quelque sorte, oui. Non, c'est parce qu'en fait, donc là, pour construire une nouvelle ville, on défait la précédente. Donc la précédente, elle ressemble à ça. Et la nouvelle ville, elle va ressembler à ça. Et donc, quand on détruit, parfois on détruit un peu largement. Et donc là, c'était un magasin où les mannequins ont fait partie de la destruction. Mais bon, il y a toute une symbolique, quoi. Je veux dire, voilà, c'est... C'est le vieux monde qui s'efface. C'est le vieux monde qui s'efface, exactement. Voilà. Et là, les gens récupèrent en fait les ferrailles dans les morceaux de béton pour pouvoir revendre les ferrailles. Donc là aussi, par exemple, là, sur cette série... Par exemple, à Pékin, quand les fleurs tombent des arbres, les gens les ramassent. Oui, il y a des ramasseurs de façon à pouvoir les vendre à des entreprises qui en extraient du parfum. Oui, tout à fait. Oui. Là, la dernière station, on arrive, donc on est dans le nouveau monde. Donc on est dans ces nouveaux ensembles. Et puis, je pars de l'autre côté, et en fait, c'est un immense dépôt de containers, et je marche jusqu'au bout, et je tombe sur ces gens-là, voilà, qui sont en fait là sur 4 ou 5 maisons de briques et de broc. Ce sont des gens qui viennent tous du même village, et qui vivent là, et qui vont travailler sur les chantiers. Enfin, les hommes vont travailler sur les chantiers. Et donc, celui que j'ai photographié là avant me disait qu'il avait participé à la construction des immeubles qui sont dans le fond. Et donc, ils vont de chantier en chantier et ils ont recréé une atmosphère de village à l'intérieur d'un espace qu'on leur a temporairement laissé. Voilà. Mais ceci étant, ça pourrait aussi être des paysans et des pisciculteurs, par exemple. Oui, mais là c'est pas le cas. Là, oui, pas mais le cas. Enfin, ça serait exactement la même, les mêmes personnages, les mêmes maisons, les mêmes rapports. Exactement. Ça, on s'enfonce dans la campagne et on photographie ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Enfin, la campagne est dans la ville. Enfin, la campagne est dans... Oui, on le voit bien, puisque voilà, ce sont des champs qui sont tout autour. Parce que c'est une campagne de maraîchers. Absolument, tout à fait. Il faut nourrir. C'est une ville immense, il faut la nourrir. Et ils la nourrissent. En plus, c'est ça qui est incroyable, je dirais. Oui. Parce qu'il ne faut pas rappeler quand même que dans les années 60, il y a eu une famine en Chine qui a fait quand même quelques dizaines de millions de morts. Oui, on estime entre 30 et 40. Donc là aussi, il y a un vieux monde qui s'efface. Et c'est ça qui apparaît. C'est très, très, très symbolique de cette Chine complètement kitsch, absolument extraordinaire, qui se bâtit. Ah oui, alors j'ai visité l'appartement témoin, là, et notamment il y avait la chambre de la petite fille, et c'était Hollywood, absolument.
Donc là c'est quand même plutôt pour des gens qui ont vraiment les moyens, mais c'était sidérant, c'était d'un mauvais goût absolu. D'un autre goût, voilà. Hein. Mais je veux dire, si on va en Corée ou si on va au Japon, c'est exactement la même chose. Hein. C'est le même type de... Au Japon, au Japon, pas autant. Non, parce qu'au Japon, c'est plus rétréci. Ouais, mais en Corée, c'est exactement la même chose. Oui. Donc là encore, une série. Donc là on voit vraiment, c'est un point à la fois, les gens viennent en voiture aujourd'hui, c'est-à-dire ils viennent plus en vélo, hein, ils viennent en voiture et ils prennent le métro pour aller travailler à l'intérieur de Shanghai. Donc là, on est sur des immeubles et puis il y a des gens qui ont des petits métiers et qui vivent dans ces ensembles-là. Mais juste à l'extérieur, il y a ça, c'est ce qu'on... là, on est sur les extrêmes riches. Et interdiction de rentrer, tout est gardé, etc. Donc, à côté, dire tout cohabite ensemble. Il y a moins, je dirais, il n'y a pas une banlieue ouest comme à Paris, et puis une banlieue nord, etc. C'est un peu comme s'il y avait des îlots qui coexistaient les uns à côté des autres. Ça, c'est parce que c'est le principe de l'urbanisme chinois. Oui, c'est-à-dire que les immeubles forment à chaque fois un bloc fermé, clos. Hein. Donc le niveau de ces îlots peut être très différent parce que la qualité de l'immeuble et la qualité... Oui. Et là, en plus, on est sur des îlots totalement fermés et où on ne peut pas rentrer sans montrer patte blanche. Oui, mais encore une fois, il faut rappeler qu'en Chine, la maison traditionnelle est totalement fermée. Enfin, je veux dire, on est toujours dans une très grande continuité. Hein. Même s'il s'agit d'immeubles collectifs, on réinvente quelque part l'histoire de la Chine où la maison, normalement, n'est pas ouverte sur l'extérieur. On rentre... Sauf qu'il y a une vie extérieure qui est quand même très importante. Mais là aussi. J'ai la lourde tâche d'être le maître du temps, donc je sais qu'il faut passer. Je voulais quand même rajouter non pas. Alors je pense pas qu'on puisse avoir une conclusion trop étoffée de cette série parce qu'il nous reste 55 minutes dans la séance. Mais je voulais pas que cette conversation très pointue sur la description de l'image nous laisse seulement penser que tu serais dans une démarche strictement documentaire. Ah non, bien sûr. Voilà. Donc moi j'insistais un petit peu sur l'idée de récit. Il me semble aussi que d'une certaine manière, ce regard extérieur que tu apportes là est une forme, je pourrais employer le terme de passeur d'expérience, mais enfin, ce serait peut-être un peu pompeux, mais au moins, tu vas quand même voir, tu nous montres des espaces que les Chinois, d'une manière générale, même si j'en suis pas un spécialiste, mais ne mettent pas en évidence. C'est pas vraiment ces personnes que tu nous as montrées qui sont représentatives de la Chine en expansion, de la Chine croissante, etc. Et quelque part, toi, tu as quand même une démarche là qui va au bout de la dernière station, nous chercher des gens qui, d'une certaine façon, n'auraient jamais émergé d'une certaine... Enfin, je dis ça, mais... Donc ça, c'est pas documentaire, ça. Non, mais évidemment, mon travail il est pas simple. C'est vrai que là, on parle de cette expérience de la Chine que Alain et moi on partage, mais c'est vrai que au-delà de ce qu'on peut dire effectivement de l'évolution de cette ville, de ce que sont ces gens, qu'est-ce qui se passe, etc. Il y a la mise en place aussi d'une réflexion esthétique sur la manière et de photographier les gens et de photographier l'espace et sur l'organisation d'un récit avec ces différentes contraintes que je me suis données, donc un temps limité, une journée de travail, une contrainte lourde qui est la chambre photographique et le fait que il faut constituer dans sa tête
au fur et à mesure que les images s'accumulent modestement, puisqu'en fait, j'en fais jamais énormément par jour. Une journée, c'est, je dirais, c'est au maximum une douzaine de plans films, donc 12 photos. Hein, quand on sait combien de photos prennent les gens aujourd'hui avec des appareils numériques. Et puis, c'est à côté, pour les portraits, 1 ou 2 films 6-7. Donc, c'est un nombre très restreint d'images. Donc, il faut aussi les choisir. Donc, il y a une tension permanente pendant cette journée de travail pour savoir qui je vais choisir, qui va être photographié, quels sont les lieux que je vais choisir. Et comme le disait Alain, en dehors du côté pittoresque, du côté... voilà, il n'y a pas de... J'essaie d'éviter les clichés habituels sur la Chine. C'est vrai aussi que ces gens-là n'existent en quelque sorte que parce qu'ils sont photographiés et représentés, et que je leur donne soudain une importance qui est celle de tout acte photographique, en fait, hein, à partir du moment où, même un paysage, quand on photographie un paysage, il commence à exister parce qu'il est représenté. Oui. Bah, c'est fini, là. Ça, c'est fini. Là, je reprends l'avion, là, je repars, là, oui. Hein, bon. Bon, on passe à la deuxième série ? Peut-être dire ce que c'est que cette ligne qui est quand même oui, qui a une signification très particulière pour les Tokyoïtes. Oui, alors la Yamanote. Alors ça c'est une citation là de Jacques Roubaud qui m'a donné en fait envie de travailler sur cette ligne, parce que là aussi, je suis passé assez régulièrement à Tokyo, et comment photographier Tokyo ? Tokyo est une ville immense, là aussi, et Tokyo est une ville qui est très dense, qui est faite, là aussi, de villages, hein, mais le cœur de Tokyo est extrêmement dense, et c'est une ville qui est globalement plus élevée que Shanghai, sauf le nouveau cœur de Shanghai, mais c'est une ville qui peut être... Voilà, et quand on essaie de photographier dans la rue, depuis la rue, c'est très compliqué. On manque de recul, c'est une ville où il y a énormément c'est une ville très dense aussi sur le plan humain, sur le plan... Voilà. Et donc, la Yamanote, qui est, je dirais, une ligne de métro un peu emblématique, comme la Circular Line à Londres, mais elle a l'avantage par rapport à la Circular Line d'être en extérieur, c'est-à-dire elle n'est pas souterraine. Et donc, on peut faire le tour du cœur de Tokyo en traversant, je dirais, les multiples aspects urbains de la ville et en voyant la ville. Et donc, une grande partie des métros, d'ailleurs, à Tokyo sont en extérieur, métro, ligne de train, etc. Mais cette ligne-là est vraiment particulière parce qu'elle fait vraiment En fait, elle relie un certain nombre de centres urbains qui sont circulaires. Elle relie en plus des grands centres urbains, c'est-à-dire Shinjuku, Ueno, Tokyo, etc., etc. Donc, tous les plus grands centres commerciaux, le plus grand centre administratif, le centre d'échange ferroviaire, etc. Donc, elle est essentielle à la circulation dans Tokyo. Parce que justement, le centre de Tokyo est vide. En fait, le centre, c'est le palais impérial, il est vide. Oui. Donc, en plus, voilà. On tourne autour d'un point qui n'existe pas. Voilà. Bon, hein, voilà. Donc, voilà. En fait, elle n'est pas vraiment circulaire, elle est plutôt ovoïde, là, comme ça, mais bon. Et donc l'avantage, c'est que comme elle est légèrement surélevée par rapport à la ville, on peut photographier depuis les quais du métro tous les aspects de la ville. Alors parfois proches, parfois lointains. Et alors ce qui est extraordinaire, parce que ça c'est le Japon, c'est-à-dire que j'ai photographié à la chambre,
On est vite repéré, la chambre avec le trépied, ça prend un peu de place. Personne, jamais, n'est venu me demander quoi que ce soit, ce que je faisais, si j'avais une autorisation. Et je dirais même au contraire, lorsque j'ai vu des agents du métro, puisque c'est une ligne JR en fait, venir à moi, c'était pour me conseiller d'être prudent ou de déplacer un petit peu mon pied là parce que peut-être qu'il était trop près du bord du quai. Mais ou les gens ou les conducteurs de métro me faisant un petit signe au moment où ils passaient. Ça, c'est bon. Imaginons, voilà, je plante une chambre avec un trépied gare de l'Est ou gare du Nord ou gare Saint-Lazare le soir. Voilà, vous imaginez la réponse tout de suite des autorités. Alors, il y a un autre endroit où vous auriez pu photographier Tokyo de la même manière, c'est les autoroutes urbaines. Oui. Mais là, c'était physiquement dangereux. Oui, il vaut mieux éviter. mais c'est comme à Shanghai. Les autoroutes. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir photographier Shanghai depuis les autoroutes urbaines un jour de, je ne sais pas, de grève ou d'interdiction de circulation ou je sais pas quoi, parce que les autoroutes passent parfois à la hauteur du 7e, 8e, 10e étage, et donc on est à 10 mètres du 10e étage, voilà, et c'est absolument assez extraordinaire. Donc on va passer assez rapidement là sur voilà. Donc c'est station après station, hein, donc je photographie ce que je vois depuis le quai. C'est toujours quand même un univers très bouché. Il n'y a pas de. C'est dense. Hein, oui, Tokyo, c'est dense hein, quand même. Sauf quand on est dans l'axe des voies. Sur la ligne, oui. Voilà, là ça s'ouvre un petit peu là. Alors, il y a un paradoxe quand même. Moi, quand j'ai découvert cette série, c'est que Tokyo et cette ligne, entre autres, il y a, je crois, 3,5 millions de passagers par jour. Et on voit personne sur tes photographies. Sur les photos, non, parce qu'en fait, l'idée de ce projet, c'était de le faire en plusieurs temps, de faire les paysages, et puis après de faire les commuters, comme on dit en anglais. Et j'ai pas encore eu le temps de le faire. Et s'il y a des gens là, à votre bon cœur là qui veulent me trouver les financements pour retourner au Japon faire la suite de ce travail, je prends. Par contre, tiens, ça c'est une image que j'aime bien aussi. Alors, une remarque, c'est que photographiquement, je vais le dire dans l'autre sens, ce qu'elle nous montre, c'est vrai que c'est un paysage un peu bouché, mais en même temps, si je voulais paraphraser un géographe qui disait que la ville, c'est le lieu de la maximalisation des interactions urbaines, là c'est le lieu de la maximalisation des signes. Hein. Donc on a... et ce qui est étonnant, c'est qu'on est quand même... dans Tokyo, la ville, une des capitales quand même du numérique, de la réalité virtuelle, etc. Et on vit là, à travers tes photographies, dans un univers de signes un peu traditionnel. Certes, il y a des... Il y a même c'est même un temple là. Oui, hein, oui. En plus, il y a un torii un peu plus loin, etc. On a quand même tout un tas de signes. Certes, il y a bien des enseignes lumineuses, mais enfin, ces enseignes lumineuses, elles existent depuis très longtemps. On est quasiment... Ce qui est curieux, finalement, ce que je voulais te dire, c'est que les images de la ligne Yamanote nous présentent une sorte de Tokyo pré-numérique. Je ne sais pas si ça peut exister, cette idée d'une ville pré-numérique. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit des maisons, on voit de temps en temps un peu de bâtiments qui pourraient sembler industriels, mais plutôt des bâtiments de service ou bien des hôtels, beaucoup d'enseignes. Et puis, tout ce qui concerne les réseaux ferroviaires, les câbles qui passent un peu partout. Voilà. Et donc, c'est une vision de Tokyo qui est quelque peu préservée de ce qui existe par ailleurs. Le Tokyo numérique est en fait, je dirais, de l'autre côté. Hein, quand on sort de la gare et quand on passe de l'autre côté des immeubles,
on a là la vision, une autre vision en fait de Tokyo. Là, on est un peu sur l'arrière des choses là, hein, voilà. Oui, aussi il est derrière vous parce qu'il est dans le wagon. Je veux dire, oui, en fait, aussi. dans le wagon il y a des Absolument. écrans, il y a des écrans de toutes sortes. Les gens sont tous équipés avec l'autre. Donc en fait, vous tournez le dos là au public transporté. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas. Et par exemple, c'est vrai que notamment les wagons de la Yamanote, les indications, je veux dire, il y a des écrans qui sont extrêmement bien faits. Il y a cette voix délicieuse qui nous annonce à chaque fois que on va arriver prochainement à la prochaine station, etc. Enfin, on est alors l'univers numérique. Donc il y a une espèce de multiplication. Oui. L'univers numérique, il est totalement dans le wagon. Hein, D'ailleurs, j'ai filmé, j'ai fait des séquences vidéo entre chaque station. Et on entend bien. Et là aussi, c'est très symbolique du Japon, c'est-à-dire qu'on est face à des façades qui sont aveugles. Oui. Les gens, on voit pas de gens penchés à la fenêtre en train de regarder ce qui se passe sur la ligne, jamais. Et on voit jamais l'intérieur. Et on voit jamais l'intérieur, effectivement. Donc toujours cet aspect quand même bouché, fermé, qui est très différent pour moi de l'atmosphère de la Chine. On est complètement ailleurs. Oui, ça on peut pas trop. Même ce genre de petites, ces maisons qui sont sur la gauche là comme ça, qui sont où chaque maison est d'une architecture différente et on maximalise, je dirais, la place, etc. Ça c'est typique du Japon, où il y a justement une pression immobilière qui est très forte. Il y a peu d'espace, en fait. Hein. Regardez les immeubles, comment ils sont construits. Voilà, non, je pense que c'est encore une autre chose. C'est-à-dire que là, on respecte le cadastre. Donc les parcelles sont toutes petites et c'est le cadastre ancien qui s'exprime. Oui, et puis il est alors très cher Chine, aussi. C'est le cadastre. Oui. En Chine, le cadastre est complètement différent parce que c'est un cadastre ancien dans lequel les parcelles sont pas du tout de la même, dessinées de la même façon. Et derrière cette approche documentaire, j'insiste un petit peu aussi. Tu as raison, oui. Tu es là pour... On a commencé par une citation de Roubaud, donc il y a ce livre qui a motivé ce voyage. On est un peu aussi dans la suite la route du Tokaido, c'est-à-dire ces stations, et on est d'une certaine manière dans la tradition japonaise, tout à fait. Du parcours qu'on balise par un certain nombre d'images, comme Hiroshi par exemple, ou Oksai. Oui, je voulais parler de ça. Je veux dire, si je parle effectivement de station, c'est pas un hasard, c'est que ça fait référence aussi donc au travail précédent sur la route de Tokaido, ça fait référence aux estampes d'Hiroshige, ça fait référence à la représentation du paysage par les peintres d'estampes, sauf que là, on n'est pas dans un paysage traditionnel ou pittoresque, on est dans un paysage contemporain. Mais ce qui est assez paradoxal aussi, c'est que pour le Tokoïte, je suppose que c'est un paysage qui peut apparaître comme une forme de pollution visuelle, et pour nous, qui le regardons là, en tout cas pour moi, ce sont des images de toute beauté. Il y a aussi ce paradoxe. Oui, je crois que les Tokyoïtes aiment bien leur paysage. Oui. Et ça, vous savez, par exemple, la question des fils électriques, elle est simple. Hein. C'est pas de la négligence. C'est tout simplement qu'en cas de tremblement de terre, il vaut mieux avoir des fils électriques qui tombent à terre que des réseaux qui se cassent dans le sol et qui sont extrêmement difficiles à réparer. D'où ce bazar de fils qu'on retrouve en Corée, qu'on retrouve à Taïwan, etc., etc. Oui, voilà. À la prochaine. Voilà. Donc, je vous fais le tour de Tokyo rapidement, là, comme ça. Hein. Alors, ce travail n'est pas tout à fait terminé, hein, puisque j'ai pas toutes les stations. Ah, vous voyez, même à Tori, au milieu d'immeubles qui sont des immeubles de bureaux. Pendant que tu passes, tu savais sans doute que la Yamanote a à peu près la même longueur
que le chemin de fer de la petite ceinture parisienne. Et à 2 ou 3 stations près, le même nombre de gares. Ah, j'ai pas Sauf fait. que Oui. c'est aujourd'hui un grand désert qui est enfin, dont une partie est réutilisée, mais qui a été aussi photographié, notamment par Pierre Falk. Et du coup, c'est un peu, enfin, c'est intéressant cette comparaison. 3e série. Donc là, je suis invité en résidence dans le sud du Japon. Et bon, j'ai préparé le projet à l'avance. Mon idée, c'était plus ou moins de traverser l'île de Kyushu, donc cette grande île qui est la quatrième, enfin des 4 grandes îles du Japon, celle qui est la plus au sud. De traverser le paysage vernaculaire japonais en suivant une ligne de train, sachant ce que le train représente dans la culture japonaise et dans la vie des Japonais au quotidien. C'est le mode de déplacement privilégié. Le train, le métro pour les grandes villes, etc. Mais le réseau ferroviaire japonais, c'est incroyable. On ne parlera pas de l'excellence du Shinkansen, hein, qui ferait honte à nos TGV, mais bon, le train est partout. Le train est partout et les Japonais sont... je veux dire, c'est difficile de circuler en voiture. La circulation est limitée, les routes sont parfois étroites. Vraiment, le mode de déplacement principal, c'est le train. Et donc, je me disais, je vais choisir une ligne de train qui va me permettre de traverser cette île. Et finalement, j'ai trouvé une ligne qui faisait à peu près 80 km, qui partait de Fukuoka, donc la capitale du Kyushu, et qui allait vers une petite ville, Omuta. Et l'avantage de cette ligne, c'est que sur 80 km, il y a 49 stations. Donc c'est presque autant de stations que pour la route du Tokaido. Et ça veut dire que tous les 2 km, il y a une station. Donc c'est un train, mais en même temps, c'est un métro, c'est un RER, on ne sait pas exactement. Et donc, il y a différents types de wagons. Donc, il y a des wagons, ceux dans lesquels je me suis installé, qui sont les wagons du local train, donc qui s'arrêtent partout, et qui sont comme des wagons de métro. Et puis, il y a des wagons de train express qui ressemblent plus à des vrais trains. Mais toutes les photos sont prises dans les wagons du train qui s'arrête partout. Et donc là, mon idée, c'était de descendre à chaque fois. Hein. D'abord, on est à Fukuoka, on est à l'entrée de cette gare de Tenjin, qui est aussi, comme toutes les gares au Japon, ce sont des immeubles commerciaux. Hein. Donc on imagine au-dessus de la gare Montparnasse qu'il y a les Galeries Lafayette et le Printemps. Voilà, c'est à peu près ça. Hein. Et alors ça, c'est une photo de rue qui est prise à la chambre 4-5. Hein, donc ceux qui connaissent effectivement l'usage de la chambre 4-5 savent que c'est pas si facile que ça de prendre ce genre de photos sur le vif à la chambre. Et puis donc le principe, je m'arrête à chaque station. Je photographie, comme je l'ai fait pour la Yamanote, éventuellement depuis le quai. Et si je trouve que le point de vue depuis le quai est pas intéressant, je sors et je photographie le paysage alentour dans la proximité. Donc là aussi, je vais construire un parcours comme celui de la route du Tokaido, où il y a presque autant de stations, où à chaque fois, je vais avoir un paysage. Parfois quelques petits personnages dans le paysage, mais je vais compenser ce dont on parlait, ce que Alain évoquait tout à l'heure, ce manque de présence humaine, par un travail que je fais à l'iPhone, dans le wagon, dans le train, ou pendant le trajet, entre 2 stations, je vais photographier les gens. Alors là aussi, on est au Japon. Donc... alors je photographie évidemment discrètement, mais
il n'y a pas de paranoïa sur la question du droit à l'image ou sur voilà, les gens remarquent facilement que je photographie et personne ne s'en offusque. Donc on sort peu à peu de la ville, là on est quand même dans une grande ville, donc il y a une banlieue, donc on est dans ce paysage urbain très dense, et puis en sortant peu à peu on retrouve un paysage qui commence à être plus modeste, voire toujours dans les limites, plus on s'éloigne du centre et plus on touche des paysages où sont les gens plus pauvres. Ces petites photos qui sont prises effectivement dans le train, où on voit que, contrairement parfois à ce qu'on pense des Japonais, je veux dire, tout le monde n'est pas simplement en train de se tenir à carreau, sans bouger, etc. Donc il y a des relations entre les parents, les enfants, il y a voilà, c'est... Juste une question, c'était Ouais. délibéré que le format de l'iPhone soit aussi carré pour rappeler le format carré de la... Parce que j'aime bien utiliser l'iPhone dans son format carré, parce que le format plein est un peu trop grand angulaire, voilà. Hein. Et quand je les imprime un format 10-10 qui est comme format Polaroid en fait. Hein. Donc ça fait comme si c'était des petits Polaroid en fait, voilà. Donc là, par exemple. Un exemple, là je suis sorti de la gare, j'en ai fait le tour. Donc la plupart du temps, quand je photographie à l'extérieur de la gare, on a quand même le lien avec la ligne de train. Donc là on voit des panneaux parce qu'ils étaient eux-mêmes en situation électorale, mais là c'était pour des municipales. Sur la précédente, nous dire Oui. un mot sur tes choix de cadrage, là, sur la lumière. Tu as peut-être attendu que le train passe, donc ce flou, Oui, etc. alors la lumière est un peu blanche, hein, le tirage, le vrai tirage est quand même moins contrasté, et il y a un ciel. Alors vous avez vu que par exemple sur les ciels en Chine et même au Japon, mais un peu moins au Japon, mais c'est des ciels où il n'y a pas vraiment beaucoup de nuages, on est dans une espèce de gris permanent, etc. C'est à la fois le ciel de ces pays-là, et j'avouerai que c'est aussi des ciels qui me conviennent bien. Donc voilà, donc il n'y a pas trop de réponse à attendre de ce ciel-là. Et pour le reste du cadrage, bah oui, là ce qui m'intéressait, c'est d'attendre le train, qu'il y ait les panneaux, d'organiser l'espace par rapport aux différents pylônes, etc. Et puis attendre les personnages. Donc, et c'est là par exemple. T'es où là? T'es au milieu de la rue, non? Je suis un petit peu sur la chaussée. Pour cadrer un petit peu plus serré. Et puis, je me souviens que en préparant justement la chambre, il y a une situation qui est, voilà, c'est toujours la même chose. On voit des gens passer, on se dit ah mince, c'est trop tôt, etc. Et après, on met la chambre en place, et puis il n'y a plus personne. Et donc on attend un premier train qui passe, mais il n'y a personne. Et puis j'ai dû attendre 2 ou 3 trains avant que quelqu'un se mette en place et je me dise, bon, celle-là, cette personne-là, je peux l'intégrer dans l'image. Voilà. En fait, dans tes images, il y a l'histoire qu'elle raconte, mais l'histoire que tu te racontes pour l'apprendre aussi. Ah bah oui, bien sûr. C'est même sur une photo comme ça, on se peut dire tiens, je passe, j'arrive au bon moment, c'est un instantané, etc. Mais en fait, j'ai dû rester entre 10 minutes et un quart d'heure, quoi, pour être sûr d'avoir quelque chose qui m'intéresse. Bah, parce que l'image fonctionnerait beaucoup moins bien sans le personnage. Bah bien sûr. Ouais, c'est évident. Sûr, Ouais. Évidemment. Alors en plus, vous avez le bonheur qu'il soit un peu rouge, oui. donc tout va bien. Quoi. Oui. Il y a souvent des petites taches rouges comme ça dans mes images, donc voilà. Hein. Mais un photographe chinois aurait envoyé quelqu'un faire le personnage. Hein. C'était ça la grande différence. Là, pour ce travail-là, j'avais un assistant français, donc ça l'aurait pas fait de toute façon. Aucun espoir, non. Qui parlait très bien japonais, mais bon, ça suffisait pas.
Alors, il y a des photographes japonais aussi. J'avais de la concurrence, là, effectivement. Parce que la photographie de train au Japon, vous n'imaginez pas à quel point c'est important. Oui, c'est un genre. Et donc, il y a des concours de photographie de train. Je me souviens très bien que lorsque j'étais à la Villa Kujoyama, à Kyoto, donc je suis arrivé au moment des cerisiers en fleurs. Et donc, pour monter à la Villa Kujoyama, il y a une avenue qui monte comme ça, et cette avenue est bordée de cerisiers. Et je sais pas, le deuxième ou le troisième jour, en arrivant, je descends de la villa, je descends à pied, et il y avait des dizaines de photographes postés sur le trottoir en train d'attendre le passage du tramway entre les cerisiers. Voilà, pour vous dire à quel point c'était important. Mais alors, vous auriez été, parce que moi j'ai assisté à une séance de ce genre, mais avec le lever du soleil et les bateaux au bord de la mer. Mais alors en Chine, en plus, il y a les instructions par téléphone pour déplacer les bateaux dans le cadre, oui, carrément. pour que les bateaux soient... Non, là, alors là, ça va très très loin. Ouais. Voilà, bon, puis ça, moi j'aime bien faire aussi ce genre de... Alors parfois je fais des photos avec des compositions très simples, et puis parfois j'aime bien saturer l'image de tout ce qu'il est possible de mettre dedans, y compris les voitures qui passent, les petits personnages, la barrière qui va se lever, voilà, donc... Là, il a fallu que je réagisse et que je règle la chambre rapidement, que je cours jusqu'au bout du quai, parce que je les ai vus en place. Je me suis dit qu'il allait se passer quelque chose. Et au moment où je suis prêt, le train arrive dans le fond. Et donc, ce groupe de cheminots salue le train qui arrive. C'est pas beau, ça ? Et en même temps, je veux dire, le cadrage, il est fait. C'est-à-dire que j'ai rien à reprendre sur le cadrage. C'est-à-dire que comment dire, photographier, c'est aussi prévoir. Et donc, il y a une forme de, je veux dire, la réussite d'une image, elle est liée aussi à une forme de prémonition de ce qui peut advenir. Le temps qu'on arrive sur l'endroit où qu'on soit prêt à déclencher, à photographier. Alors, là, par exemple, la gare précédente, on est dans un tout petit village, mais il y a quand même une station, il n'y a pas beaucoup de clients. Puis là, bon, on voit une grande diversité de paysages, et qui est un paysage, qui est le paysage du quotidien des Japonais, qui n'est pas celui qu'on nous vend à travers, je dirais, soit la réussite de l'architecture contemporaine, soit des villages traditionnels, soit les jardins de Tokyo ou les temples, etc. C'est vraiment le paysage dans lequel le Japonais moyen vit. Tu as cité Augustin Berg, Lokuman. Oui. C'est quand même, la grande différence avec la Chine, je trouve, c'est que c'est quand même d'une incroyable laideur. Alors c'est bien de le rendre beau parce que les images sont belles, oui. Mais le paysage lui-même, l'objet urbain est d'une incroyable laideur. C'est un véritable impensé urbain. Non, c'est plus qu'un impensé parce que c'est en général, il y a toujours des espèces de provocations visuelles qui viennent tout détruire. Les choses sont collées d'abord, les choses sont collées les unes à côté des autres et non, personne ne pense à établir une espèce de rapport formel ou esthétique entre les bâtiments, et chaque bâtiment est je sais pas, l'expression peut-être de son propriétaire, j'en sais rien, mais c'est très étonnant, effectivement, dans un pays dont on vante l'esthétique, le raffinement de l'esthétique, l'épure, l'ascèse, etc., de voir que le paysage dans lequel les gens vivent au quotidien est un paysage totalement... détruit, oui, ou qui est, voilà, c'est... Oui, mais la beauté, elle est toujours intérieure. Je veux dire, c'est toujours à l'intérieur des maisons, à l'intérieur des palais, absolument, à l'intérieur. Il n'y a jamais de...
Juste un mot sur l'articulation que tu nous proposes entre tes images à l'iPhone, format carré, et puis donc les formats à la chambre qui sont les images principales presque. En même temps, je trouve que c'est une série qui fonctionne bien dans la vie ordinaire, d'une certaine façon, que tu photographies. C'est un paysage ordinaire, oui, et ce voilà. sont les gens qui sont les habitants et les acteurs de ce paysage. Oui, et tu prends les maisons comme elles sont, et d'une certaine manière, les habitants dans le train, comme ils se présentent à toi aussi. Oui. Donc c'est en ce sens que ça s'articule bien. Je dis ça parce que précédemment, que ce soit dans la série sur Shanghai ou bien sur le voyage au pays du réel, les photographies de portraits, ou bien le Japon d'après Fukushima, les portraits que tu nous présentais étaient des portraits posés. Avec des gens choisis. Des gens choisis sur qui tu avais un certain nombre d'informations, ou en tout cas pour lesquels tu collectais des informations. Et là, c'est quasiment... D'ailleurs, ici, on n'a pas de visage, à gauche. Donc là, je suis dans le bonheur de la photo volée. Oui. Et c'est bien de temps en temps. Oui, mais c'est donc quelque chose que tu introduis, c'est nouveau, c'est ce que je voulais dire. Et, on a une autre approche là du portrait. Est-ce qu'on peut appeler ça des portraits ? Quand on ne connaît rien du personnage portraituré. Ce sont des scènes de la vie quotidienne. Oui, ce sont des scènes. C'est de l'humanité, voilà. C'est de l'humanité. Il faut passer, toujours le gardien du temps, il nous reste 6 minutes si on veut donner la parole à la salle. D'accord. Donc voilà, là par exemple, là, cette gare-là, elle est tellement petite qu'il n'y a pas de contrôle. Et donc, quand on monte ou quand on descend dans le train, on donne son billet au conducteur du train. Voilà. Ce sont des rizières qu'on voit derrière. Alors moi j'avais... Alors ça c'est un truc merveilleux, c'est-à-dire que comme je descendais, comme je changeais de station à chaque fois, etc., j'avais la possibilité, sur le ticket que j'achetais au départ, d'avoir un tampon qui m'était mis par le contrôleur à la sortie et qui me permettait de reprendre, une fois ma photo faite, de reprendre le train et de continuer un peu plus loin. Donc parfois des petites gares modestes, différents types de personnages, des situations emblématiques, le Torii aussi qui revient quand même régulièrement dans ce paysage du Japon, et la nature, et la lanterne évidemment. Là vous remarquerez quand même que l'habit du balayeur est exactement du même vert que les arbres. T'as attendu qu'il arrive ? Absolument. Non, mais je l'ai vu, je me suis précipité là aussi. Voilà. Là encore une petite gare où il n'y avait pas de contrôleur, et donc voilà. Et on descend, et en fait, c'est des boutiques qui n'en sont pas. On se demande si vraiment il y a encore une activité ou quoi. Et puis en fait, la campagne commence juste derrière, etc. Et puis on arrive un peu après dans une ville plus grande où là ils viennent de construire une gare moderne, où il y a des projets de développement, où ils ont fait appel à un architecte connu pour refaire cet escalier, etc., etc. Voilà. Et puis on repart dans la campagne. Ça c'est un tombeau. C'est très joli. L'articulation entre les maisons traditionnelles derrière, peut-être des morceaux de rizière, c'est pas certain, devant, les câbles, le petit, c'est quoi? C'est un tombeau. Un tombeau. C'est voilà, un tombeau. D'accord. Donc ça, c'est une construction. Tu es où là? Tu es sur le quai? Là, je suis sur le quai. Là, je suis sur le quai. Et là aussi, je suis sur le quai. Là, on voit la voie. Et donc les fameuses carpes pour la fête des garçons au mois de mai. Et là, on pourrait être dans le sud des États-Unis, ça pourrait être presque un Walk Havens. Il y a Coca-Cola d'ailleurs, non? Il y a, justement, c'est Sprott Post Office. Et là, il y a deux types de torii.
Il y a un tori ferroviaire et un tori... Un tori unijambiste. Voilà. Et quelques beautés dans le métro. Et là, on arrive sur la ville d'Omuta, où on retrouve King Kong, d'ailleurs. Et ça, c'est juste avant, c'est la dernière image, avant de rentrer dans la gare. Donc ça, c'est pris à l'extérieur, effectivement, depuis une galerie commerciale. Voilà. Eh bien, il nous reste un peu de temps. Oui. Je voulais connaître justement, votre... merci. Le rapport que vous avez à la photo digitale ou iPhone, vous parliez de tension concernant la sélection, le choix tout à l'heure, et savoir quelle influence ça a pu avoir sur votre travail plus traditionnel. Inévitablement, on finit par se mettre aussi à la photo digitale et numérique. Là, je viens de commencer un travail dans le nord de la France avec un moyen format numérique et j'ai laissé la chambre de côté. Mais par exemple, pour vous répondre, ce travail au moyen format que je fais dans le Nord, donc qui est un travail sur le paysage industriel, sur le paysage urbain et aussi des scènes de rue, des portraits, etc. Je me suis astreint à conserver une économie qui est celle de l'argentique, c'est-à-dire à ne pas appuyer n'importe comment et faire n'importe quoi. Et donc, quand je rentre le soir, je compte le nombre d'images que j'ai faites et je repère ça par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, par exemple, avec un 6-7. Pas vraiment avec la chambre, mais en comparant, par exemple, avec un 6-7. Et je m'aperçois que je suis à peu près dans la même économie, ce qui me rassure. Voilà. L'iPhone, c'est autre chose. Je l'utilise, je m'amuse. C'est une espèce de carnet de notes. Même dans le Nord, comme ça, je fais à côté des photos que je dirais officielles que je fais au moyen format numérique. Je peux prendre des petits bouts de paysage à l'iPhone. Que vous voyez sur sa page Instagram. Sur Instagram, sur Facebook, avec des petits commentaires amusés. Hein, je sais voilà, bon, ça arrive. Donc voilà, je veux dire, j'ai pas d'ambition par rapport à ça. Simplement, sur ce travail au Japon, je savais là que je pouvais intégrer les images dans le projet. Et donc, il fallait que ce soit, disons, que le travail photographique soit plus affirmé. Mais le numérique, c'est pas seulement le nombre des images, c'est aussi la manipulation des images. Absolument, tout à fait. Bon, alors, ce qui me trouble beaucoup là en ce moment, vous voyez ces photos, notamment la dernière série faite au Japon, que j'ai travaillé récemment, etc. Vous voyez la lumière des images. C'est une lumière inventée. Que j'ai travaillé à partir du négatif, numérisé, et qui est ma lumière, qui sont mes couleurs. Bon, donc il y a une espèce d'unité comme ça qui fait que les gens qui connaissent un peu mon travail disent Gérard, il a une couleur. Voilà. Ce qui me trouble beaucoup là, c'est que quand je vois apparaître sur mon écran les images du moyen format numérique, c'est comme autrefois quand on avait une diapo. Il y avait une couleur imposée. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec cette contrainte-là? Comment je vais pouvoir restituer ma couleur dans quelque chose qui m'est déjà imposé? Comment je vais pouvoir redonner du moelleux photographique à des images qui sont d'une précision dantesque, qui me sidère? Donc je me pose là des questions auxquelles j'ai pas encore totalement la réponse parce que je suis pas encore dans la phase d'exploitation des images, mais ça pose beaucoup de questions, effectivement. Oui. Ouais. J'ai répondu à ta question, oui, c'est ça. Voilà. Donc je suis pas encore totalement passé de l'autre côté, et donc
rassurez-vous, j'ai pas encore vendu la chambre, je pense que je vais encore l'utiliser. Oui, mais les images à chambre, elles se numérisent. Ah oui, oui, tout à fait. Mais ça donne pas, c'est pas une image. Oui, mais c'est pas une image numérique non plus. Voilà, hein, voilà. Elles peuvent devenir une image numérique. Non, mais c'est amusant d'ailleurs parce que tout à l'heure, quand on a fait des essais pour la projection, j'ai dit le paradoxe quand même, c'est de faire des images à la chambre et quand elles sont projetées, on dirait des images numériques. Hein. Et puis, si, j'ai eu des réflexions il n'y a pas très longtemps dans une expo où j'ai fait vraiment des très beaux tirages à partir d'un assez grand, à partir de photos faites à la chambre, et quelqu'un qui ose se pencher dessus en me disant mais c'est pas net, parce que aujourd'hui les gens s'habituent tellement à cette netteté artificielle du numérique. D'abord aux couleurs sursaturées. Alors en plus, comme moi, je désature systématiquement. Alors là, je conserve par exemple des pointes de rouge, etc. Mais il y a quand même un gros travail de désaturation sur tout ça. Donc voilà, il y a une espèce de... Les gens sont en train de s'habituer à une forme, une matière photographique qui est totalement artificielle, tant pour la question de la netteté que pour la question de la chromie, des couleurs. Et donc, ça va devenir compliqué. Non, mais le problème, c'est que cette nouvelle photographie, c'est aussi une esthétique. Oui, ça crée une esthétique différente, évidemment, bien sûr. Oui, non, tout à puis fait. un certain nombre d'artistes l'ont utilisé comme une esthétique délibérée. Oui. Donc, oui. bon, on est... Oui, et moi je me... Voilà, donc... Et votre esthétique n'est pas la même. Donc, mon esthétique n'est pas la même, donc utilisant d'un coup le même outil, je me dis comment je n'aime pas me faire voler mon esthétique par l'outil, en quelque sorte. Hein, voilà. Juste une petite remarque sur les photos carrées. Là. Oui. Si vous ne nous aviez pas dit qu'elles avaient été prises avec un iPhone, vous ne l'auriez pas su. On aurait presque juré qu'elles avaient été prises avec un appareil argentique. Alors, je vous remercie. Deux choses, c'est que effectivement, d'abord, les smartphones, il y a quand même des qualités optiques qui sont assez remarquables, et il y a aussi quand même ce que je disais tout à l'heure, la question du traitement. Après, donc c'est pas l'image brute telle qu'elle est sortie de l'iPhone, mais elle est réinterprétée, et notamment elle est globalement adoucie et désaturée par rapport à une image numérique normale. Ce qui lui donne un petit côté comme ça argentique, effectivement. C'est très heureux pour mettre la priorité sur la couleur, parce que dans la majorité de vos photos, on ne voit pratiquement pas d'ombre ou des ombres très très légères, et ce qui favorise les couleurs, justement. Oui, vous savez, moi j'aime bien, contrairement à ce qu'on dit je sais pas, dans les conseils qu'on donne aux photographes amateurs, moi j'aime bien photographier au milieu de la journée dans le cagnard. Et je me méfie des lumières trop cyan du matin ou trop chaudes du soir. Donc j'aime bien. Là, je pense par exemple à mon ami et camarade Thibaut Cusset, malheureusement disparu, qui aussi aimait bien photographier au moment où les gens sont plutôt à se reposer sous l'arbre ou à se rafraîchir au restaurant. Voilà. D'où les ciels blancs, voilà. Et par exemple, pour reprendre les périples à Shanghai, la seconde série faite en juillet, où là on a beaucoup marché. Il faisait en moyenne 35 degrés et une humidité qui est l'humidité de la Chine en plein été. Donc vous imaginez dans quel état on rentrait le soir, un peu rétamé. Mais bon, voilà. Ah, ça y est ? Bon, voilà.